tourné. Attention. Ballon. C'est fini. Quel dommage. L'Afrique du Sud est chez elle, va en finale de la Coupe du Monde. Quelle tristesse de perdre. Allez, ce ballon, les All Blacks, est-ce qu'ils vont pouvoir le sortir? L'arbitre qui dit plus rien. De toute façon, il arbitre plus depuis 10 minutes, Monsieur Joubert, même un peu plus. Voilà, c'est fini. C'est fini. 8-7, score final. Ouais, on va prendre tout son temps. Enfin bon, oui. Andrew Ellis, allez, voilà, tapez en touche, messieurs les Blacks. Et voilà, c'est fini. 8-7, score final. La Nouvelle-Zélande, 24 ans après son premier titre, est de nouveau championne du monde, de nouveau à l'Eden Park et de nouveau contre la France. Alors, ce que vous venez de voir, c'est deux immenses échecs pour le 15 de France lors des Coupes du Monde 1995 et 2011. La première en demi-finale contre l'Afrique du Sud et la seconde en finale contre de redoutables Néo-Zélandais. De courtes défaites aussi cruelles que problématiques, car oui, là on va parler de 2 matchs volés. Nous allons les décortiquer ensemble et vous allez voir, ce n'est pas vraiment esprit Coubertin. Alors petite mise en contexte, dans cette vidéo on va parler de politique, de dopage, d'arbitrage plus que douteux, d'empoisonnement, oui, d'empoisonnement, de pots de vin, bref. Je pense que là vous allez en découvrir un peu plus sur l'histoire tumultueuse du 15 de France lors d'anciennes éditions de la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde. Pour rappel, la Coupe du Monde de rugby, c'est 9 éditions, cela a lieu tous les 4 ans depuis 1987. D'ailleurs, vous pouvez voir les différents vainqueurs. Et voici le palmarès de l'équipe de France. Vous me direz que c'est un sacré palmarès, et il est vrai. Cependant, nous n'avons jamais pu soulever la coupe Webb Ellis malgré 3 finales. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais aujourd'hui on va se concentrer sur 2 matchs en particulier, car ils soulèvent une multitude de problèmes. Commençons par l'année 1995, où la bande d'un certain Philippe Saint-André va se retrouver face à des Sud-Africains survitaminés, à domicile, en demi-finale de Coupe du Monde, dans un contexte politique très particulier. Je vous parle d'un contexte politique particulier parce que c'est la première fois que la Coupe du Monde a lieu en Afrique du Sud. On est 4 ans après l'apartheid avec un président Mandela tout fraîchement élu. Une victoire des Springboks pourrait être une première vraie grande réussite pour la nation arc-en-ciel et ses 43 millions d'habitants. C'est d'ailleurs la première fois qu'un joueur non blanc fait partie de l'équipe sud-africaine. Il était d'ailleurs le numéro 11 titulaire et s'appelait Chester Williams. Oui, s'appelait, car malheureusement il est décédé en 2019, mais ça on y revient juste après. Dans ce contexte très lourd, plusieurs problèmes vont venir entacher les différentes semaines de compétition. On parle du match de l'équipe de France juste après, vous allez comprendre que c'est intéressant d'avoir les informations qui suivent. Tout d'abord, les joueurs sud-africains vont paraître très affûtés, mais genre vraiment très affûtés, tellement qu'une petite rumeur de dopage va faire son apparition. Rumeur qui va prendre sens ces dernières années, après que plusieurs joueurs soient touchés de maladies rares, d'arrêt cardiaque, d'autres problèmes de santé assez graves, mais également plusieurs décès, dont Chester Williams. La fameuse malédiction des Springboks est pour certains le résultat d'un dopage intensif dans les années 1990. Pour information, on a quand même le capitaine de l'équipe qui, dans son autobiographie, va parler du fait qu'il prenait des pilules de vitamines avant les matchs, avant que celles-ci soient interdites. Ça n'a jamais été interdit par la loi, pour information. Et le second ligne, Kobu Wese, va même parler d'injection de vitamine B12. Un journaliste de l'équipe précisera: quand on sait que la vitamine B12 associée à l'EPO en accélère les effets, les questions sur le dopage deviennent légitimes. Bref, ce point est fait, passons à autre chose. Si vous affrontez les All Blacks en finale, vous vous direz peut-être qu'une bonne assurance vie est nécessaire. C'est pas faux. À part peut-être s'ils étaient tous gravement malades. Oui, mesdames et messieurs, les 2 tiers de l'équipe néo-zélandaise étaient victimes d'une petite intoxication alimentaire pendant la finale. Petite ou plutôt grosse. Cela vient aider une équipe sud-africaine déjà bien dans la sauce. L'hypothèse de l'empoisonnement des Néo-Zélandais refait surface en 2018, quand Rory Steyn, garde du corps de Mandela pendant la Coupe du Monde, s'exprime dans une émission de télé. The 24th of June 1995, on the Thursday night before, those guys got horribly sick. About 2/3 of the squad, so not everybody, and not Jonah Lomu, but they got horribly sick with food poisoning. There was projectile vomiting, and it included one of the South African contingent assigned to the All Blacks. We got them into the car. We didn't make the hotel. The door flew open halfway down the road. There was spewing all over the road. And when I got in there, Dan, it looked like
something out of Saving Private Ryan. There were guys lying on the floor outside the doctor's room down the passage, and him and the physio and the medic were administering electrolytes and injections and. Finir par dire que tout s'est déroulé sous ses yeux, mais qu'il n'en a jamais parlé, puis il précisera qu'il ne pense pas que ce soit la fédération de rugby sud-africaine qui soit à l'origine de l'empoisonnement, mais plus des syndicats de paris sportifs. Du coup, maintenant, revenons un match en arrière, avec une demi-finale Afrique du Sud-France qui va faire couler beaucoup d'encre. Bonjour à tous et à toutes, c'est sous une pluie diluvienne et sur un terrain inondé que nous vous accueillons ici au Kings Park de Durban. Nous sommes le samedi 17 juin 1995, la France est opposée à l'Afrique du Sud, et comme vous pouvez le voir, les conditions météorologiques sont désastreuses. Une pluie diluvienne s'abat sur le stade Kings Park de Durban. Le 15 de France est composé de quelques petits noms comme Fabien Galtier, actuel entraîneur de l'équipe, Émile Ntamak, Philippe Sella, meilleur marqueur d'essai de l'histoire, Thierry Lacroix, meilleur marqueur de pénalité de l'histoire. Bref, une équipe de légende qui souhaite en découdre, mais qui va rapidement déchanter. Le début du match sera retardé une première fois de 60 minutes, puis une seconde fois. La pluie ne se calme toujours pas, cependant, les arbitres vont quand même décider de faire jouer la rencontre, prétextant une certaine pression des diffuseurs télé. Le président de la fédération sud-africaine y sera quand même pour quelque chose, parce que lui aussi aura mis une belle pression aux arbitres. C'est donc dans une piscine que commence la rencontre, après que les joueurs aient patienté plus de 2 heures dans leur vestiaire. Un café, un thé, un livre, on tente de rester concentré, difficile de ne pas perdre d'influx dans ces moments. Des images rares, mais l'optimisme règne, si les visages sont fermés, c'est pour mieux préparer cet événement qui s'annonce. L'une des clés de la rencontre, c'est jouer ici, dans ces moments d'attente. Une ultime visite sur la pelouse et une éclaircie, c'est désormais aux joueurs maintenant de s'adapter à ces conditions exceptionnelles. Après 20 minutes de jeu, mélangeant ballon porté et en avant, l'Afrique du Sud ouvre le score sur pénalité. 6 minutes plus tard, Derek Bevan, arbitre de la rencontre, va s'illustrer avec une première décision litigieuse. Non, le ballon n'est pas aplati, je peux vous le dire, je le vois bien d'ici. Attention à la faute, là. On essaie toujours de jouer, il laisse l'avantage, monsieur Bevan. Il continue, là-bas sur le côté droit. Les Sud-Africains. Et c'est Sud-Africain. On voit que c'est plutôt Kruger qui a le ballon, je sais pas. C'est Kruger. Kruger s'enfonce dans l'embut français, bien aidé par ses avants. Cependant, les Français semblent se positionner en dessous du ballon et empêcher l'essai. Pourtant, M. Bevan ne va pas trop se poser de questions et accorder l'essai devant des Français qui ne semblent pas trop comprendre la décision. Bien sûr, il n'existe pas d'arbitrage vidéo à l'époque, l'arbitre est le seul décisionnaire et on ne peut pas faire grand-chose. Petite précision cruciante, Kruger après la rencontre va dire qu'il n'avait pas marqué l'essai. Les Box creusent un petit écart menant 10-0, mais la France revient à 10-6 grâce à 2 pénalités coup sur coup de Lacroix. On en restera là à la mi-temps, rien n'est fait et les Bleus semblent reprendre le dessus. Heureusement, la pluie cesse à la mi-temps. Les conditions redeviennent normales. Pas du tout, c'est encore pire. Il y a de l'eau partout, c'est n'importe quoi. Bref, le match reprend quand même. À la reprise, plusieurs pénalités portent le score à 16-9. Le but du jeu est simple, ne pas jouer, laisser l'adversaire faire un en avant ou commettre une faute. Il faut avouer que M. Bevan ne va pas vraiment siffler en faveur des Français et cela va commencer à les agacer. Ces derniers gardent leur calme et essaient d'aller chercher une victoire sans compter sur l'arbitrage. Alors, premier gros tournant du match quand un essai sera refusé à Ntamak pour un en avant pas flagrant. Retour de l'équipe d'Afrique du Sud, les Français sont à la réception de l'essai. Et c'est Ntamak. Et c'est Ntamak. Non, monsieur Bevan siffle, Patrick, il siffle en avant à la récupération de ce ballon. Ah bon? Il faut voir ça au ralenti, j'en suis pas sûr, mais il était très bien placé. Le score est réduit à la 58e grâce à la botte de Lacroix. Nous sommes maintenant à 4 petits points des Sud-Africains. Second tournant du match, à la 69e, quand les Sud-Africains prennent le large après que Merle assène un coup de tête à un Sud-Africain. Bon, c'est un autre temps, il n'y a pas eu de carton. Le rugby, il a changé. Il reste 10 minutes de jeu, il faut absolument marquer. C'est à ce moment-là que le grand n'importe quoi commence. Le pack des Bleus va se retrouver pendant plusieurs minutes à quelques mètres de la ligne adverse. Et là, le rapport de force n'existe même plus. Nos Français marchent littéralement sur des Sud-Africains qui sont tous dans le rouge après 70 minutes dans des conditions extrêmes. Il faudra attendre la 76e avant que l'arbitre de la rencontre n'ait plus le choix d'accorder une pénalité en face des poteaux. Ah, petit coup de pied au-dessus. Oh là là. Ah, ça s'est croisé ce coup de pied, peu importe. Qui est-ce qui est là? Pénalité, Patrick, en face des poteaux. Vite, il faut la jouer peut-être. Il reste 5 minutes. Résultat, 15-19 et une fin de match à suspense. 2 minutes plus tard, nous avons le droit à cette action qui fait encore parler aujourd'hui.
Christophe Delot, moi je me tais, je regarde, je ne commande plus. Chandel, il faut sauter, il faut On la voit cette balle. Oui, on la Essai de Benazzi. Il a dit Monsieur Bivan. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là, Monsieur Bivan. Monsieur Bivan. Il est dans le doute, Bivan. Oh, Il est dans le doute. Et il Et donne une mêlée à Il y a la 5. mêlée, Patrick. Rien n'est fini. On ne peut plus revenir sur cette décision. Oh là C'était là l'essai de là la là dernière là. minute qu'on avait annoncé. Oui, l'essai de Benazzi est refusé, alors que tout le monde autour a vu qu'il était valable. Ce dernier va d'ailleurs confirmer après la rencontre qu'il avait bien aplati cet essai. Pour finir, vous l'avez compris, on va pas gagner. On va rester sur 4 mêlées écroulées, aucune pénalité pour la France. Galtier n'a plus le choix, il faut jouer, il va ouvrir sur la croix qui va prendre une pression monumentale. Monsieur Bevan va ensuite rendre la balle aux Sud-Africains sans aucune vraie raison. Et c'est fini. La France est éliminée lors de ce match qui va rester dans les annales et qui fait encore parler aujourd'hui. Et vous l'avez compris, pas pour les bonnes raisons. Pierre Berbizier, entraîneur de l'équipe de France à ce moment-là, parle même d'une des plus grandes escroqueries sportives de l'histoire. Oui, il ne pèse pas ces mots, en même temps, nous pouvons le comprendre. 2 petits bonus, comme ça, entre le fromage et le dessert, avec des infos peut-être que vous n'avez pas. Moi, je les ai découverts là, en faisant les recherches sur cette vidéo. Premièrement, il y avait une dizaine de joueurs qui étaient sous intoxication alimentaire pendant le match. Sûrement un coup des syndicats de paris sportifs, comme nous préciserait sûrement notre bon vieux Rory Stein. It was intentional, absolutely. Do I think South African rugby was involved? Absolutely not. I'm pretty sure, and all indications as I've tried to get behind this, would seem to be that pressure from betting syndicates. Secondement, l'arbitre de la rencontre, M. Bevan, va recevoir après la rencontre une petite montre en or de la part du président de la Fédé sud-africaine, devant tout le monde, pendant une réception après, donc avec les 2 équipes, les entraîneurs, le staff, tout ça, bonne ambiance, hein. Ouais, celle-là, c'est pas fin. Donc maintenant qu'on a vu ce petit vol en 1995, passons à un autre match dont le récit sera plus court, c'est promis. Il est plus récent, mais nous allons connaître quand même un nouveau hold-up. Et cette fois-ci, nous allons au pays du rugby, j'ai nommé la Nouvelle-Zélande. Pays sacré tant le rugby fait partie de la culture de ce petit pays de 5 millions d'habitants. Aucun autre sport n'arrive à la cheville et l'équipe nationale, surnommée les All Blacks, y est synonyme de réussite et de fierté. Nous avons tous connu les légendaires Dan Carter, Jonah Lomu ou encore Richie Mako. Si vous ne connaissez pas ce nom, retenez-le, on revient dessus juste après. Cette équipe fait peur. Mais une stat est assez affolante parce qu'au moment d'attaquer cette Coupe du Monde en 2011, ils n'ont gagné qu'une fois la compétition et c'était lors de la toute première édition, face à la France. Cette équipe, autant mythique qu'elle soit, ne peut pas envisager de faire cette Coupe du Monde chez elle et de pas la remporter. Car oui, cette année, ça se joue chez eux et ils n'ont jamais été aussi redoutables. Ça vous rappellerait, je sais pas, un petit contexte dont on vient de parler il y a quelques minutes là, je sais pas. Hein. D'ailleurs, pour continuer cette petite mise en contexte et le petit parallèle avec 1995, la politique va aussi jouer son rôle dans la compétition, sinon c'est pas marrant. Ça, pareil, je ne le savais pas et je l'ai appris pendant les recherches. Mais en gros, pour vous la faire courte, la Nouvelle-Zélande interdit tout membre de l'armée fidjienne d'entrer sur son territoire. C'est-à-dire que tout joueur de rugby qui était membre de l'armée fidjienne ne peut pas participer à la Coupe du Monde. Tout ça suite à un coup d'État en 2006 au Fidji, et cela va poser un petit problème parce que ça concerne quand même 6 joueurs de l'équipe des Fidji. Un seul pourra participer à la compétition. C'est Leone Nakarawa parce qu'il va prouver qu'il a quitté l'armée fidjienne, tout simplement. À part ça, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas pas aussi grave qu'en Afrique du Sud avec des empoisonnements ou des petites montres en or données aux arbitres. Bref, on se retrouve déjà avec une affiche d'anthologie. Voici un petit récap. Pour les Blacks, ils n'ont pas gagné depuis 1987. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs en phase finale face aux Français. Et d'ailleurs pour nous, on reste sur 2 finales perdues et on a pris une petite raclée en phase de poule face aux All Blacks. Pour vous mettre dans l'ambiance, l'ancien champion du monde sud-africain Steven Pienaar estime que la France est une honte pour le rugby mondial. Mais Jonah Lomu est plus soucieux. La France fait toujours un grand match en Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'elle ne l'a pas encore fait. Et ce dernier a bien raison, car après un AK encore bien bouillant, on va assister à un match autant serré que violent. La France est bien en place, les All Blacks sont, je pense, assez surpris, mais pour nous déstabiliser, ils vont utiliser un autre moyen. Ouais, toujours ce joueur français au sol, assez inquiétant. Il s'agit de Morgan Parra, j'ai l'impression que c'est l'ouvreur français qui a été sonné. Morgan Parra sera la réelle surprise de l'équipe. Placé en numéro 10 pour la première fois de sa carrière, il va réussir à devenir indispensable lors des phases finales de la compétition. Le pari est incroyable, il alimente le jeu parfaitement, il est le véritable chef d'orchestre des Bleus. Morgan Parra, oui, c'est lui, touché, secoué,
KO visiblement suite à l'action de Pierre Wipou. Regardez, ah oui, ouf. En temps normal, je ne vois pas comment ce genre de geste peut passer. C'est grossier, avec un peu de malice et l'aide de Monsieur Joubert, bah ça passe. Quoi? Ah, vous avez rien vu? Ah bah attendez, on va juste changer l'angle de caméra et on en reparle. Ah oh, oui, mais c'est ça. Ah, c'est pas sur Wipou, c'est Richie Mako, la hauteur d'un coup de poing au visage, d'un gros coup sur Morgan Parra. Regardez le visage de Morgan Parra qui a l'air complètement KO, complètement sonné, Monsieur Joubert. Oui, là, attention là, on a vu là depuis quelques secondes Corey Jane qui s'est laissé un petit peu aller. Ah ouais, non mais attendez, les Mako là, c'est pas normal. C'est fini pour Parra qui sort avec un plancher orbital enfoncé, direction l'hôpital. Premier problème réglé par le capitaine néo-zélandais, maintenant place au premier essai du match qui libère ses coéquipiers. Si l'on aime bien la règle, on pourra parler du non-respect de l'alignement de la part de Woodcock, qui profitera d'un trou béant pour l'aplatir en terre promise. Trou béant créé par un bel écran et une action d'anti-jeu de la part de Keino. Heureusement, Perry Wipou, meneur du AK en début de rencontre, fera un match assez catastrophique, à commençant par louper la transformation. Avec des Blacks réveillés, la France va pas mal subir. Heureusement, Wipou est vraiment à côté de la plaque et va louper à peu près toutes les pénalités. Score à la mi-temps, 5-0. Le match est ultra serré, rien n'est fait. Et là, on va vivre 40 minutes où les règles du rugby n'existent plus. En tout cas, à notre défaveur. Et malgré tous nos efforts, M. Joubert ne va siffler aucune pénalité en notre faveur. Et là aussi, faute aussi sur Vincent Clerc. Il a les rougeries, il faut le retourner. Qui tombe dans notre camp. Non, il arrive à libérer son ballon. Oh là là, regardez, dans les rucks, c'est n'importe quoi. Alors là, dans les rucks, il y a quand même des situations, monsieur l'arbitre, qu'il va falloir arbitrer. Justement, Richie Mako, il a absolument pas le droit de faire ce qu'il fait. François Trinduc qui va se coucher sur ce ballon et se relever. Oh là là, attention, Woodcock, encore une fois. Il va falloir qu'il se baisse quand même sur les plaquages, hein, les Blacks. Donc, le pilier, ça redouble avec du sautoir, c'est bien ce que font les deux. Encore une fois, il y a un plaquage haut là, il y a un mauvais geste sur du sautoir. Le score va juste bouger à la 45e grâce à un coup de pied de Donald. Oui, ils ont abandonné avec Wipou. Mais le gros tournoi du match sera l'essai de notre capitaine du sautoir à la 47e minute, après un énorme travail de Trinduc. François Trinduc, il faut peut-être aller au bout avec le soutien intérieur. Oui, imagine à glisser, Yachvili. Il n'y a pas de soutien autour du porteur de balle. Si Maxime est là, Aurélien Rougerie maintenant. Allez, temps fort pour les Français. À moins de 10 mètres de la ligne, Aurélien Rougerie qui avance encore. Yachvili qui demande à tous ses partenaires de se replacer. François Trinduc qui va lancer l'attaque, Aurélien Rougerie pour tirer du sautoir en force en puissance, oui. Oh, l'essai de tirer du sautoir, magnifique. Peine du suspense, plus rien ne va bouger. On va même finir avec les 10 dernières minutes les plus scandaleuses que j'ai jamais pu voir. Tiennent le ballon mais ils n'avancent pas, hein. Les Bleus, la défense au Black là est impeccable. Est-ce que là, ouais, Mako est pas encore un peu venu sur le côté, c'est possible. Mais on veut rester ici, on veut rester auprès, en espérant peut-être que Monsieur Joubert à un moment donné ou l'autre ne siffle une faute contre les joueurs néo-zélandais. Dimitri Yachvili qui montre à l'arbitre quand même que les joueurs ont les mains sur le ballon et qu'on peut pas jouer. Monsieur Joubert qui siffle pas. Ouais, mais à chaque fois il dit la même chose, il y a 3 joueurs au sol, je ne vois pas ce qui se passe. J'avais 16 ans à l'époque, il était presque midi. Et là, bon, comment vous dire que tout espoir de victoire disparaissait peu à peu. On revit exactement la même chose qu'en 1995, un vol. Tout simplement un vol. Même la presse étrangère va rester sous le choc. On peut d'ailleurs souligner que les seuls Français heureux à ce moment-là étaient ceux qui étaient membres de la Fédération Française de la Loose. Merci les gars. Petit digestif après tout ça, là après le dessert on est bien. M. Joubert sera encore une fois à la tête d'une certaine arnaque 4 ans plus tard. Là la World Rugby, cette fois-ci, va avouer l'erreur après la rencontre. 2-0 balle au centre. Nous sommes en août 2023. Nous avons sûrement la meilleure équipe de France de l'histoire. Sûrement la meilleure équipe du monde actuellement. Et la Coupe du Monde a lieu dans 1 mois, chez nous, en France. Tous les voyants sont ouverts. La question est simple. Va-t-on encore se faire voler une Coupe du Monde? Petit disclaimer très rapide. La victoire de l'Afrique du Sud en 1995 a apporté un bien énorme au pays. Si on passe au-delà de l'arnaque que nous avons vécue, nous pouvons que nous réjouir du bonheur apporté au peuple sud-africain. La vie d'arbitre est extrêmement dure. Je vais surtout parler de Greg Joubert, qui a fait part de sa dépression et de la violence de certains supporters. Je respecte et je respecterai toujours les arbitres. Mais je déteste l'injustice et c'est pour cela que je parle de ces 2 arbitres dans cette vidéo. Cependant, il est important de rappeler que cela reste des humains avec une famille et que cela ne sert à rien d'attaquer personnellement ces personnes. Je suis peut-être chauvin,
Mais ne vous inquiétez pas, il y a déjà plusieurs scandales avant le début de notre propre Coupe du Monde en 2023. Nous, on est plus portés sur l'argent, comme en 2007. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous serez tous derrière le 15 de France pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, moi, il me tarde vraiment. Je reviens très très vite avec d'autres histoires pas très clean qui m'ont choqué. N'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. À très vite.